Bonjour à tous. Alors, merci de votre participation à notre webinaire sur comment, en cette période de confinement, les réseaux sociaux peuvent vous aider à relancer votre activité. Alors, vous avez été très nombreux à manifester votre intérêt par ce sujet. Nous en sommes ravis puisque c'est le premier webinaire de NR Communication et on espère le premier d'une longue série. Alors, vous nous connaissez pour la plupart d'entre vous déjà par nos métiers en conseil en communication, mais également pour notre expertise digitale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un thème axé sur les réseaux sociaux. Donc, je suis Salima Lapsi, responsable digitale au sein d'NR Communication, et mon binôme pour ce webinaire est Sébastien Chaudat, expert en réseaux sociaux. Bonjour à tous. Alors, pour des questions organisationnelles, vos sons sont coupés, donc c'est normal. Si vous souhaitez nous poser des questions, vous pouvez le faire par la section questions-réponses qui se trouve dans votre barre de navigation dans le module de ce webinaire. Nous y reviendrons à la fin de l'exposé. Bien entendu, vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, une question qui vous impacte tous et qui vous concerne tous, c'est comment cibler les internautes qui comptent vraiment pour vous dans le but de les amener sur vos points de vente, vos boutiques ou vos agences immobilières. Alors, l'important aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à cette question. Il n'y a pas une seule bonne réponse, surtout que l'écosystème digital, vous le savez, a totalement bouleversé les parcours d'achat, les parcours clients. Chez NR Communication, nous avons le sentiment que la réponse, c'est finalement une convergence de plusieurs solutions médias. Alors, plusieurs combinaisons sont possibles. Nous allons vous en proposer une aujourd'hui, mais bien entendu, ce n'est pas la seule solution. Parmi ces propositions, aujourd'hui, une que vous connaissez forcément en travaillant avec nous, ce sont nos médias de proximité. Vous nous reconnaissez d'ailleurs cette légitimité au quotidien. Durant le confinement, sachez que les Français ont montré une grande confiance en la presse quotidienne. Selon une étude menée par Kantar et la Régie 366 sur les médias en période de confinement, c'est le rôle de la PQR qui a aujourd'hui séduit les Français pendant cette période de confinement. Cela s'explique aussi parce que tout au long de cette période particulière, l'ensemble des rédactions se sont mobilisées autour de ce confinement, notamment en rendant l'accès gratuit à un grand nombre de contenus. Preuve de cet intérêt, de cet attachement des Français pendant cette crise sanitaire sans précédent, ce sont l'explosion de nos audiences. Voilà. Nous avons quasiment doublé nos audiences sur nos médias lanouvellerepublique.fr et Centre Presse. Également notre nombre d'abonnés papier et notre nombre d'abonnés numériques. Aujourd'hui, sur le mois d'avril, nous enregistrons plus de 4,2 millions de lecteurs, avec, comme je vous disais, une progression de 40% par rapport au mois de janvier. Tout ce nombre d'utilisateurs aujourd'hui que l'on peut vous proposer sur nos médias, l'idée, c'est de les cibler efficacement et de ne cibler que ceux qui comptent vraiment pour vous. Pour cela, NR Communication s'est doté de technologies qui nous permettent aujourd'hui de cibler les internautes, qui répondent à vos cibles, ceux qui sont susceptibles de se rendre dans vos boutiques, sur vos sites internet ou dans vos agences. Bien entendu, ces technologies sont conformes à la réglementation sur la protection des données. Parmi l'ensemble des critères aujourd'hui disponibles, nous les avons regroupés en 4 grandes familles, sociodémographiques, géographiques, par intérêt ou intention d'achat. Intention d'achat d'une voiture, intention d'achat d'un bien immobilier. C'est une première réponse pour capter du trafic pertinent dans le but d'augmenter les performances de vos campagnes digitales et dans le but de convertir. Surtout en cette période de crise sanitaire et économique, l'objectif est de vous permettre d'optimiser vos budgets de communication. Cette solution est bien sûr combinée à une deuxième solution, celle des réseaux sociaux. Et pour cela, je vais laisser la parole à Sébastien. Bonjour à tous. Merci Salima pour cette introduction et merci de m'avoir fait confiance pour donc animer ce webinaire sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, pour commencer sur la slide qui suit, Salima, si tu peux passer à la suivante. Merci. Je vais vous proposer une vidéo alors, vous nous excuserez, vous n'avez pas de son, c'est normal et c'est une contrainte technique liée au webinaire.
Cette vidéo est en fait la vidéo qui est utilisée par Facebook aux États-Unis en tant que publicité dans le cadre du dernier Super Bowl, qui était bien sûr avant le Covid. Cette vidéo, elle a plusieurs intérêts. Je vous la laisse regarder et je vous dirai pourquoi après. Ok, donc effectivement, avec le son, ça, ça a moins d'impact. Mais l'intérêt de cette vidéo, il est en fait que cette vidéo met l'accent sur les groupes Facebook. Mais au-delà de mettre l'accent sur les groupes Facebook, ce qui est important, c'est l'aspect communautaire. Cet aspect communautaire, cet aspect relation, cet aspect partage d'informations et d'échanges entre les gens au titre d'une passion commune ou d'un intérêt commun. C'est cette projection, cette relation-là qu'on va, je dirais, projeter entre vous, les professionnels, et la communauté qui sont celles de vos prospects, de vos clients et de tous les gens qui sont susceptibles donc, de vous suivre et de devenir donc, des clients pour vous demain. Et effectivement, sur le mot-clé à titre d'introduction qu'il faut retenir, en particulier sur Facebook, c'est le mot relation. On verra sur Instagram, c'est un peu différent, mais c'est vraiment avant tout cette relation que vous allez établir, ce dialogue, et je dirais par extension, une relation client 2.0 qu'on va pouvoir donc mettre en place et développer sur les réseaux sociaux. Alors, contextuellement, évidemment, parlant du Covid, parlons du confinement et de l'impact qu'a eu cette situation de crise sanitaire sur l'usage, je dis bien l'usage des réseaux sociaux par les Français. On voit, vous le voyez sur ce premier graphique, vous avez, on dirait en horizontal, l'ensemble des différents supports les plus, on va dire, en vogue en termes de réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, qui sont tous des solutions qui appartiennent à Facebook Inc., au sens entreprise, d'autres réseaux sociaux, et TikTok, qui est un réseau social encore américain, qui est en train d'exploser et d'arriver en France. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui donne donc l'augmentation en pourcentage du nombre d'utilisateurs en fonction des réseaux sociaux et de la tranche d'âge, en fonction des différents niveaux, vous voyez les pourcentages sur la gauche, ils sont littéralement explosifs, entre guillemets, et globalement, on peut tabler sur une utilisation, je dirais, cross réseaux sociaux d'une augmentation basée sur 60%, ce qui est absolument énorme. Évidemment, les explications sont simples. C'est les gens sont se retrouvés coincés entre guillemets chez eux. Il a fallu qu'ils s'occupent. Et évidemment, tout en voulant aussi maintenir, encore une fois, la relation d'une manière ou d'une autre à travers des photos, du messenger, des calls et des messages, ils ont utilisé, donc tout le monde a utilisé massivement les réseaux sociaux pour pouvoir obtenir les mêmes résultats que dans la vraie vie. Je peux passer à la suivante. Merci. Alors, de la même manière, il y a l'aspect augmentation au sens du volume, mais sur ce deuxième slide, vous voyez, là, on a des chiffres qui nous ont été obtenus dans l'exemple de l'Italie, qui on n'a pas eu les chiffres français, mais compte tenu des similitudes entre les pays à tous les niveaux, sociologiques comme au niveau de la crise, etc., on peut en tirer des analogies. Donc, comme vous pouvez le voir sur toutes les applications de Facebook, on a eu une augmentation de trafic et de temps passé. Là, on est sur le qualitatif de 70%. Donc, ce n'est pas que le nombre de personnes, c'est aussi le temps passé par jour sur les différentes plateformes.
Le nombre de vues sur Facebook et Instagram en une semaine a doublé. Tout ce qui est vidéo en direct, évidemment, Messenger, chat, etc. Live sur Facebook a littéralement explosé. Via aussi le système de vidéo story dans Instagram, c'était du même acabit. Et enfin, évidemment, la durée des appels groupés, là on parle surtout de WhatsApp, mais aussi de Messenger, a littéralement explosé sur le mois de mars. Tout ça pour dire qu'en synthèse, on peut parler de chiffres pendant 3 heures. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on assiste à une réelle accélération de la transition digitale de l'ensemble de la population. On va voir ensuite effectivement que ça va jusque sur toutes les tranches d'âge. Et je dirais que vous, en tant que professionnel, si tant est que vous n'ayez pas encore pris le pas au titre du digital et en particulier des réseaux sociaux, je dirais que c'est l'heure parce que, en termes de communication, ça devient une nécessité. Alors, comme je vous disais, ça touche toutes les tranches d'âge et contrairement à ce que vous aviez certainement entendu il y a quelques mois ou des années avant, les réseaux sociaux au sens des tranches d'âge qui sont concernées, ce n'est plus du tout que les jeunes, comme on entendait il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, c'est toute la population qui est concernée par l'utilisation des réseaux sociaux et de façon beaucoup plus spécifique qu'on peut l'imaginer. Donc vous, ce qui est intéressant d'avoir comme information, c'est que les seniors aujourd'hui sont directement, on va dire, impliqués dans l'utilisation des réseaux sociaux. C'est 80% d'entre eux qui aujourd'hui les utilisent, sachant qu'on a un quart d'internautes français qui sont des seniors. On entend par senior, hein, désolé, et je ne suis pas encore concerné, mais pas loin, des gens qui sont donc à partir de 55 ans. Comme vous pouvez le voir, sur la tranche 55-65 ans, on a énormément de gens qui sont donc utilisateurs et qui sont donc très clairement concernés par l'usage. Salima, si tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Voilà. Et effectivement, donc ces seniors, pourquoi ils utilisent avant tout les réseaux sociaux? C'est en premier lieu, évidemment, pour rester en contact avec leur famille, les amis, hein, comme tout le monde, mais de façon encore plus intense, puisque malheureusement, certains d'entre eux peuvent être seuls, etc. Vous avez peut-être vu passer la publicité à la télé de solutions comme Portal, qui est aussi, alors ça c'est une solution, on va dire, matérielle, mais qui est une solution créée par Facebook, qui se connecte de façon très naturelle de façon très naturelle à Messenger et qui effectivement permet donc aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le digital de pouvoir être en contact avec leurs proches, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette population qui, donc, au-delà de leurs objectifs à l'utilisation des réseaux sociaux, sont une cible très clairement présente en volume comme en temps passé par jour. Si cette catégorie de personnes correspond à votre cible au sens des prospects et des clients qui sont les vôtres. Et donc, aujourd'hui, la phrase dont je parlais tout à l'heure en disant les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes, c'est plus du tout le cas et toutes les tranches, et on va le voir après, d'âge sont concernées. Alors, effectivement, en détail, ce slide va me permettre de vous faire une analogie très intéressante au niveau donc, de la segmentation des réseaux sociaux par tranche d'âge. Comme vous pouvez le voir en termes d'évolution, en 2019, on a l'ensemble de l'activité sur les différents comptes sur Facebook en France. On a eu une explosion du nombre de comptes ouverts sur le mois de mai. Et par tranche d'âge, donc de 0 à 11 ans, on va dire les très jeunes, après la tranche pré-ado, 12-17 ados et après les jeunes adultes, etc., vous voyez donc le graphe soit de gens qui sont entre guillemets partis de Facebook et ceux qui sont arrivés. Alors vous voyez effectivement, ça peut paraître étrange, la tranche 0-17 ans, on a surtout sur le 12-17 une déperdition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes ne sont pas forcément
tous partis de Facebook, mais ils sont moins présents en termes de temps passé et surtout, ils utilisent d'autres plateformes. Instagram en tête, suivi en parallèle de Snapchat et, comme je vous disais tout à l'heure, de TikTok, qui est une nouvelle plateforme très axée sur la vidéo. Ce qui nous intéresse ici, sauf à ce que vous ayez cette cible très spécifique, je dirais des 12-17, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la suite, puisqu'on va dire le cœur de cible des actifs qui ont, je dirais, un travail et qui ont le moyen d'acheter des choses et donc d'être parmi vos clients, sont bien évidemment les autres. Et on voit par tranche d'âge une augmentation plus ou moins importante des différents profils et donc des différentes tranches d'âge. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que comme vous pouvez le voir de façon générale, c'est que sur Facebook, hommes comme femmes, on est à la parité. On n'est pas comme, par exemple, sur un réseau social comme Pinterest, où on a plutôt 70% de femmes, 30% d'hommes. Aujourd'hui, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la nature de vos services ou de vos produits, vous êtes en mesure de toucher autant les hommes que les femmes. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on n'a pas à se poser la question de la pertinence. Le cœur de cible aujourd'hui de Facebook, je dirais au sens de la tranche d'âge, c'est, on va dire, les 35 et plus. Okay, et ça me permet donc de vous faire une analogie qui, je pense, va vous parler à tous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec le temps, se sont professionnalisés, évidemment, mais au-delà d'eux, ils se sont segmentés, comme l'ont fait il y a plusieurs dizaines d'années les radios. Si vous prenez la tranche d'âge, je dirais 40, 35, 40 et plus, en radio, vous allez avoir Énergie, RTL, etc. Vous pouvez verticalement vous dire que ça correspond sur les réseaux sociaux à Facebook. Si on descend dans les tranches d'âge et qu'on fait du 25-35 ans, vous allez être sur en radio, je vais prendre un exemple, Virgin Radio, vous allez être sur du, je caricature un peu, de l'Instagram. Instagram, on va descendre facilement jusqu'à 20 ans. Et ensuite, si on descend sur la tranche, je disais 12, 17, 20, 25, en radio, on va être sur Fun Radio. Et on sera sur Snapchat, encore Instagram un petit peu, et TikTok pour les plus jeunes. Donc, vous voyez, c'est avec le temps, là, Facebook ayant 16 ans depuis cette année, les choses se sont segmentées progressivement et en fonction donc de votre stratégie et de votre cible, nous pouvons donc choisir le réseau social le plus adapté. Un mot très important aussi quant aux usages. On ne le sait pas toujours parce que si je prends Facebook, l'application et le site internet sont utilisables autant sur PC que sur mobile. Et pour autant, aujourd'hui, 88% des utilisateurs de Facebook l'utilisent via l'application mobile, c'est-à-dire sur smartphone. Il y a encore bien sûr plein de gens sur le PC, mais c'est important d'avoir cette information. Pourquoi ? Parce que la nature des contenus, le format des photos, etc., vont demander une approche un peu plus spécifique. On va passer par exemple en vidéo ou même en photo au format carré, alors qu'on avait l'habitude souvent de faire des formats un petit peu 16/9, vous savez, de type cinéma, que ça soit en photo ou en vidéo. Si vous animez vous-même vos visuels, etc., essayez de les formater au format carré, par exemple, qui seront plus lisibles et plus attrayants sur l'application Facebook, donc sur mobile. Parlons d'Instagram maintenant, qui est donc, on va dire, le réseau social aujourd'hui qui est en pleine progression, avec une croissance à 2 chiffres sur le marché français. C'est grosso modo un tiers à date, au moment où je vous parle, un tiers de la base des utilisateurs de Facebook, donc entre 17 et 20 millions d'utilisateurs, à peu près l'équilibre en termes de parité, donc on est quasiment pareil, et effectivement une très grande proportion, comme je vous le disais tout à l'heure, des 15-24 ans qui sont sur Instagram de façon extrêmement souvent, en sachant que, bien évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas que. On touche aujourd'hui les gens qui sont plus vieux jusqu'à 30-35 ans. Instagram, aujourd'hui, est tout à fait pertinent. Un point important comme vous le voyez au centre de ce slide, le taux d'engagement des posts organiques est passé de 4,5% à 1,9% en 2019, de 2016 à 2019. Ça veut dire quoi? La notion d'organique, c'est, l'expliquer très simplement, c'est le fait que quand vous postez sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram, ça revient au même, la notion de diffusion organique veut dire qu'en fait, c'est ce qui est, entre guillemets, fait gratuitement
par Facebook ou Instagram quant à la diffusion de votre information sur d'autres profils personnels. De façon, alors plus vous avez de followers sur Instagram ou plus vous avez de fans sur Facebook, plus effectivement vous avez de chances que votre post, s'il est intéressant, attrayant, etc., se diffuse de façon gratuite via donc le push de Facebook ou d'Instagram. Mais comme vous pouvez le remarquer, en 3 ans, ce taux d'engagement a été diminué parce que Facebook, en fait, au sens de l'entreprise, veut que vous fassiez de la publicité. Et évidemment, ils ont petit à petit resserré les verrous pour qu'il y ait moins de diffusion organique, moins d'engagement organique pour que vous fassiez de la publicité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en résumé, il faut absolument avoir une vision et une stratégie qui mixe des contenus de qualité et une maîtrise des solutions de régie publicitaire de façon à effectivement trouver l'équilibre en termes d'investissement pour maximiser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Un point important aussi quant à la nature des posts que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Quand vous utilisez ce qu'on appelle un statut, c'est-à-dire juste la notion de texte, dans certains cas, ça peut être très pertinent. Si vous utilisez un texte et une photo ou plusieurs photos, vous pouvez avoir aussi un très bon retour. Mais c'est vrai que ce qu'on vous pouvez le voir sur la partie gauche, aujourd'hui, le média qui va prendre le pas sur tout le monde, c'est clairement la vidéo. Donc, il y a plein de manières de faire de la vidéo. Vous pouvez faire la vidéo vous-même du mobile, mais il faut trouver des approches originales et sympas. Ou alors, effectivement, pour des vidéos beaucoup plus quali, ou en intermédiaire, utiliser des solutions où vous mixez des photos avec des textes, etc. L'objectif étant d'avoir des choses qui soient en mouvement. L'humain a été fait pour suivre les choses qui soient en mouvement. Et effectivement, c'est une recommandation, je dirais, officielle de Facebook pour l'ensemble de ses supports, d'utiliser la vidéo au maximum de vos possibilités pour pouvoir augmenter le taux d'engagement de votre communauté et des gens que vous voulez toucher sur les réseaux sociaux. Alors, une slide spécifique sur le réseau social B2B. Je dis le réseau social, puisqu'aujourd'hui, quand je dis B2B, c'est business to business. Donc, si vous êtes un professionnel qui vendait, par exemple, un agent immobilier qui ne vendait que de l'immobilier de bureau, par exemple, ou vous êtes un industriel qui vend des pièces détachées, etc., il fait sens aujourd'hui d'avoir une présence digitale via ce réseau social qui est donc LinkedIn, ce réseau social aussi américain, qui a été racheté par Microsoft il y a quelques temps et qui est en quelques années devenu incontournable quant à la présence donc, des acteurs professionnels, que ce soit à travers, comme vous l'avez en exemple sur le slide, un exemple de page professionnelle, comme de profils entre guillemets personnels, mais à vocation professionnelle, pour faire effectivement du réseau à la base, c'est pour se connecter entre professionnels, entre prospects, entre fournisseurs, pour réseauter de façon digitale, mais aussi maintenant, on a vraiment une montée en puissance des pages professionnelles qui sont l'équivalent de celles que vous avez sur Facebook et qui permettent d'avoir vraiment une présence corporate, une présence professionnelle pour animer votre visibilité. Alors, il y a des astuces à connaître. Comme vous le voyez là, il faut animer la page pro et le profil pro en même temps. Il faut créer des interactions entre les supports. Et dans un monde idéal, en tant qu'acteur professionnel B2B, aussi participer à des groupes donc qui sont disponibles sur LinkedIn pour échanger, etc., se faire voir au maximum de façon à éventuellement rentrer en contact avec des gens et donc faire de la prospection. Voilà. Alors maintenant, pour terminer en quelques slides cette présentation, je vais vous proposer 3 slides qui vont, on va dire, décortiquer une page Facebook et vous donner, je dirais, les conseils et les points sur lesquels il faut s'appuyer pour faire de votre page Facebook un succès. Donc, déjà, ce qu'il faut dire de façon générale, c'est que une page Facebook, elle peut être aujourd'hui totalement considérée comme étant une alternative au site Internet, ou soit elle est un complément essentiel au site Internet. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la qualité de votre site Internet, et a fortiori si celui-ci date un peu, etc., elle vient en compensation parce qu'elle est totalement active au sens que les gens, quand ils sont sur Facebook, ils sont dynamiques et ils reçoivent l'information en push. C'est-à-dire que s'ils veulent aller sur votre site, ils sont obligés d'aller chercher
sur Google, parce qu'ils vous connaissent, etc. Donc, on est sur une vitrine digitale dite passive. Sur Facebook, à l'inverse, ils reçoivent, s'ils sont fans de votre page, ils reçoivent la communication que vous faites sur votre page de façon dynamique. Donc, on est dans l'actif. Et effectivement, un site Internet, en général, on est sur une information globale de l'entreprise, qui nous sommes, présentation des gammes de produits et éventuellement formulaire de contact. Et si on fait du e-commerce, on vend du e-commerce. Mais c'est relativement statique. Alors qu'une page Facebook, on est au contraire dans l'animation de la vie de l'entreprise au sens large. Les hommes et les femmes, je vous disais la relation, c'est très important. Montrer ce qui se passe, l'actualité, les évolutions, les événements, animations, salons, déménagements, nouvelles recrues, etc. Nouveaux produits, offres commerciales. On est dans cette dynamique-là et c'est ce qui fait que vous pouvez utiliser votre page Facebook pour envoyer les gens sur votre site Internet, mais effectivement, la complémentarité entre les deux est aujourd'hui, je dirais, couplée à une présence correcte sur Google, c'est le triptyque indispensable. Alors, un point aussi en termes d'information sur, là on est complètement dans les usages. Alors je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui vont trouver ce slide, je dirais pas inutile, mais que vous savez déjà, mais ça peut être utile à d'autres, donc j'ai souhaité vous le conserver. Il faut faire absolument la nuance entre le profil Facebook personnel et la page pro Facebook en tant que telle. Donc le profil perso, déjà, comment l'identifier? Tout simplement, quand vous allez sur un profil, vous cherchez un professionnel, vous allez encore trouver des gens qui sont, je vais prendre un exemple bête, un coiffeur par exemple, un professionnel a éventuellement créé un profil personnel qui s'appelle Christian Coiffeur ou Christian Salon de coiffure. Si vous tapez ce nom-là parce que vous savez qu'il s'appelle comme ça, vous allez probablement tomber sur son profil personnel. Dans ce cas-là, vous allez faire la différence entre sa page pro et son compte perso parce que en tant que profil personnel, il a des amis. Sachant que sur un profil personnel, on ne peut pas faire de publicité. Et surtout, si vous communiquez à travers votre réseau d'amis, à travers un profil pro, Facebook a des algorithmes qui tournent et qui éventuellement peuvent, entre guillemets, vous attraper en vous disant « Ah, attention, on voit que vous essayez de communiquer à des fins professionnelles, ce serait bien que vous créez une page pro. » Si vous ne le faites pas, il vous donne 14 jours, 1 mois, et on a eu des cas, dans certains cas, où certains professionnels se sont carrément fait fermer leur compte personnel. Donc, la solution, elle est très simple, c'est de passer donc à gauche. Si ce n'est pas encore le cas, de créer une page professionnelle pro. C'est plus vous, mais évidemment votre entreprise qui est mise en avant. Là, on est sur l'entité morale. Donc, que ce soit, vous soyez un commerçant, une agence, une grande surface, quelle que soit votre je dirais, raison sociale et votre vocation, vous créez une page Facebook. Ça vous permet non plus d'avoir des amis, mais des fans. Il n'y a pas de limitation au nombre de fans. Contrairement au nombre d'amis, vous êtes limité à 5000. Vous pouvez vous faire de la publicité ciblée Facebook, Instagram, etc. parce que ça s'appuie sur une page pro. Et effectivement, de façon à communiquer de façon professionnelle et réaliste sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens font encore ça avec un profil pro, ça fait cheap. Et en fait, on se dit, ah ouais, mais il ne sait pas faire. Donc forcément, c'est presque, je dirais, une contre-indication quant à votre image de marque et à la notoriété de votre entreprise. Alors, en termes de contenu, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animation d'une page Facebook, d'un compte Insta, quel que soit le réseau social d'ailleurs, ne repose absolument pas uniquement sur le fait, comme malheureusement beaucoup de gens font, de pousser l'information au titre des produits ou des solutions et des remises ou des offres commerciales qui vont avec. On voit trop souvent 10%, venez ici, c'est l'offre du moment, voilà vos produits, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, c'est important. Mais une page Facebook, elle s'articule autour d'une stratégie, une ligne éditoriale qui va être un peu spécifique par rapport à des médias plus classiques comme le papier ou le 4x3 ou l'abribus, où effectivement, on va avoir tendance logiquement à faire du one-shot et à publier des offres co. Dans ce cas-là, on va tourner avec des équilibres au sens de donner des astuces sur de l'information réglementaire sur son métier. Je pense par exemple à l'immobilier. On va parler de son équipe, on va parler de comme vous disiez tout à l'heure, des événements. Et c'est des subtils équilibres en fonction du nombre de posts que vous avez par semaine ou par mois. Il va falloir effectivement jouer avec ça, ne pas hésiter à se mettre en avant. Autant, quand je dis vous, c'est autant vous et vos collaborateurs, pour ceux qui laissent le droit à l'image, bien évidemment, de façon à créer du lien. J'appelle ça, moi, le lien affectivo-relationnel.
pour qu'effectivement on aille et qu'on personnalise votre page Facebook de façon beaucoup plus poussée que si vous étiez tout le temps en train, entre guillemets, passez-moi l'expression, balancer vos offres commerciales sur la page Facebook. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se conçoit en amont et qui, après, effectivement, permet de dérouler ça de façon, on va dire, cohérente et qui résonne beaucoup plus fortement que, encore une fois, que l'introduit. Alors, en fonction, effectivement, on va dire, de votre maîtrise, ce qu'on appelle la maturité digitale, et dans notre cas des réseaux sociaux, sur le fait que vous soyez plus ou moins, on va dire, autonome quant à l'animation et au développement de votre page Facebook ou d'autres Insta, je généralise, on va avoir, je dirais, plusieurs niveaux de solutions préconisées qui sont pertinentes. Donc, la première, c'est un petit peu, je vais reprendre l'exemple de la maison. Les fondations bien plantées, c'est bien sûr d'avoir ce qu'on appelle du community management, donc l'animation, développement de la page pro, de l'Insta, qui soit régulier, qualitatif et qui soit dans le développement. C'est-à-dire on ne fait pas que du post pour du post et on ne fait pas ça une fois tous les 3 mois, puis tout d'un coup on en fait 5 d'un coup. Ou alors on met un petit mot comme ça et puis on met une photo prise à l'arrache. Ça, ce temps-là, j'ai contraint presque de le dire, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, vous voulez asseoir une vraie image en utilisant les réseaux sociaux, il vous faut des belles photos, voire des vidéos, et effectivement, avoir une qualité rédactionnelle et qui, bien sûr, sans faute et qui sache donner envie, c'est très important. C'est la base de la base. Ensuite, une fois que vous avez ça, que vous montez en puissance et que c'est régulier et que ça ne fait pas défaut, vous pouvez asseoir, je dirais, cette diffusion et en maximisant votre visibilité et vos offres commerciales, etc., en utilisant donc des campagnes publicitaires ciblées. On peut aller très loin dans le ciblage des gens avec Facebook, évidemment de façon géographique, genre, âge, revenu, mais avec des centres d'intérêt qui sont extrêmement verticaux, extrêmement précis. Il faut savoir les manipuler, mais quand effectivement, on peut faire ça, on obtient des résultats assez impressionnants, autant en termes de volume, c'est-à-dire de nombre de personnes touchées, que qualitativement sur la transformation de ces personnes touchées en prospects ou en clients. Enfin, troisième niveau, on est sur un step encore un peu plus là, c'est le toit, les fenêtres, etc. Là, on a une belle maison. L'utilisation de la vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, de façon le plus professionnelle possible, ou alors de façon alternative, avec des gags, avec une interaction humaine très forte, etc. Donc, pareil, ça se conçoit un petit peu à l'avance. Mais aussi des solutions interactives, comme par exemple les jeux concours Facebook Web Mobile, où vous pouvez proposer une expérience fun et ludique à vos clients, par exemple des grattages de tickets à la Française des Jeux ou des bandits manchots type casino, etc. Tout avec comme objectif de passer un message, mais aussi de récupérer, tout en étant dans le cadre de la RGPD, de récupérer les coordonnées, nom, prénom, téléphone, email, etc., des gens qui jouent à votre jeu concours pour ensuite soit leur passer un coup de fil, soit leur renvoyer des campagnes de SMS, soit pour envoyer ça dans une newsletter, de façon à donc toujours garder le contact et effectivement animer votre page Facebook de façon originale et professionnelle. Voilà, donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les best cases au sens des conseils utiles, ce qui peut être dit en introduction par rapport à ça, c'est que tous les secteurs d'activité dits B2C, donc business to consumer, du commerce au consommateur final, à l'inverse de LinkedIn, où tout à l'heure on était en B2B, sont aujourd'hui représentés sur Facebook. C'est même pas la peine, et sur Instagram, ne vous posez même pas la peine de se dire est-ce que par rapport à ce que je suis, ce que je fais, ce que je vends, ça fait sens. À partir du moment où vous touchez le grand public, c'est oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de discernement. On ne connaît pas un secteur d'activité et quelle que soit la taille de votre entreprise, TPE, PME, ETI, grand compte, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, c'est entre guillemets, il faut être sur les réseaux sociaux. Et effectivement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur Instagram, les pros sont de plus en plus aussi sur Insta. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à toucher un petit peu en amont. Vous savez, comme les banques, les assurances, etc., ils essaient de toucher les plus jeunes, de les sensibiliser en termes de notoriété et tout, pour récupérer cette communauté au plus tôt, de façon à ce qu'ils s'habituent à leur marque et que quand viendra le moment, je dirais,
du passage à ce qu'on rentre dans la vie active, etc., on aura plutôt tendance à aller chez telle ou telle marque ou tel et tel commerce parce qu'on aura déjà été, on va dire, préparé cognitivement et marketingment parlant par les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'une page Facebook? Si je vais faire le focus sur Facebook, on vous a pris un exemple que vous pourrez cliquer qui fait un peu référence comme exemple type. Vous avez donc la première chose, quand vous regardez une page Facebook, c'est quoi? Quand vous arrivez sur page Facebook, c'est le bandeau. C'est la partie haute. Vous avez en haut à gauche le petit logo dans le cercle rond, avec le titre ensuite évidemment du professionnel. À droite, vous avez le bandeau central qui est, là on ne peut pas l'animer, mais vous pouvez, sachez-le, mettre une vidéo dans votre bandeau de page Facebook. Évidemment, la vidéo elle doit être la plus propre possible, de façon à évidemment faire, comme on dit, donner une très belle image. Ça donne un côté très qualitatif à la page, un côté très professionnel. Il faut évidemment, au-delà de ces éléments visuels, renseigner absolument toutes les informations, en particulier la section à propos, que vous trouverez on voit un petit peu le menu à gauche là. Dans cette section à propos, vous avez tout ce qui est lié à vos moyens de communication, téléphone, email, site internet si vous en avez. Vous avez des descriptions qui permettent de dire qui vous êtes. Vous avez aussi ce qu'on appelle la partie story, donc ou histoire en français, qui permet de publier différents éléments sur la gauche sur la droite de la page, et donc d'animer de façon un petit peu visuellement spécifique cette partie. Ça, c'est donc pour la partie, on va dire, visuelle et présentation générale. Ensuite, en dessous, l'information au niveau de la communauté, vous avez là un exemple avec 1500 fans, 1600 personnes qui suivent, etc. Ça, ce sont des chiffres je dirais, quantitatifs. L'objectif étant pour vous, évidemment, d'avoir le plus de vrais fans. Pourquoi vrais fans? Parce qu'on a connu les gens qui ont fait des choses un peu tout n'importe quoi, juste histoire de faire gonfler ce chiffre, mais avec des fans qui n'en sont pas. L'objectif, ce n'est pas d'avoir, on a connu ça il y a quelques temps, on allait chercher des faux comptes Facebook, etc., dans tous les sens, juste histoire d'avoir 1000 fans, 2000 fans, 3000 fans. Mais après, quand on poste sur la page, qu'on a un like, un j'aime, 2 j'aime, 3 partages, on voit que ça ne marche pas. C'est du vent parce qu'on a plein de fans, mais finalement, il y a peu d'interactions et finalement, ça ne vous rapporte rien du tout. Ce qui est donc important, c'est de voir si vous êtes un hôtel ou un restaurant ou un lieu avec beaucoup de visites, un site touristique. Évidemment, la notion de visite aussi de gens qui sont venus sur votre page comparativement au nombre de fans, vous voyez donc en bas à gauche sur le slide, c'est un indicateur assez intéressant de voir aussi par rapport peut-être à une saisonnalité, etc., comment les gens se comportent et comment ils viennent chercher l'information sur votre page. Donc, plus ces chiffres-là sont gros, mais considérant une vraie réalité de fans, c'est intéressant en termes d'image et de perception. Ensuite, qu'est-ce qui va faire la différence par rapport d'une page à l'autre et d'un professionnel à l'autre, dans un secteur commun ou pas? Et évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la base de la base, c'est la qualité des publications. Qualité des publications au sens fréquence. On vous conseille à minima 1 fois par semaine. Il vaut mieux faire 1 fois par semaine et que ça soit top quali, qu'en faire 4 par jour et que ça soit entre guillemets fait, passez-moi l'expression, à l'arrache. Ça veut dire quoi? Qualitativement, c'est de très beaux visuels, un visuel ou un enchaînement de visuels. Vous pouvez faire des diaporamas, vous pouvez faire des séquences avec plusieurs photos. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien parce qu'au-delà de 4 photos, on passe avec un plus. On va avoir des photos et dans ce cas-là, les gens ils cliquent moins parce que plus il y a de clics à faire, moins les gens le font. Et bien évidemment, au niveau des rédactionnels, comme vous pouvez voir sur cet exemple, quelque chose de construit, avec un vrai sens qui donne envie. N'hésitez pas à rappeler dans les rédactionnels le site internet qui permet éventuellement de provoquer un clic, je dirais, inopiné de quelqu'un qui va dire ah, « tiens, qu'est-ce qu'ils font ?» et de façon systématique et, je dirais, structurée tout au long des posts. Pas vous dire ah, bah, « tiens, aujourd'hui, je vais prendre le temps de faire un rédactionnel comme il faut » et puis que 2 jours après, dire oh là là, la promo Facebook, vite, blam, et balancer moins 10%. Juste comme ça. Ça ne sera pas cohérent sur votre page et ça ne dégagera pas une belle image. Ensuite, ce qui est presque le plus important, au-delà du nombre de fans, etc., c'est quelles vont être la qualité des interactions. Qu'est-ce qu'on entend par les interactions?
ce sont donc tout ce qui touche aux indicateurs de type qualitatif, à opposer au quantitatif, et qui effectivement sont résumés par les likes ou les j'aime, quand on clique sur le bouton j'aime de la page ou les différents bonhommes d'aujourd'hui sur Facebook, les commentaires et les partages. Donc ce sont ces trois, je dirais, groupes d'actions qui forment les interactions sur un post Facebook. Ce qui est intéressant de regarder, là vous avez un exemple de ce qu'on peut faire avec nos clients, et avec tout le détail des interactions. Donc le nombre de j'aime, là vous avez à gauche avec 262 j'aime, 23 j'adore, 3 waouh, etc., des commentaires et des partages. Ce qui est intéressant de regarder de façon plus statistique, quand vous avez par exemple 1000 fans, et que par publication, vous avez forcément des chiffres qui changent, au bout de 10, 15, 20 publications, prenez le temps de regarder ces chiffres et de les mettre en perspective avec votre nombre de fans. Plus évidemment, vous avez un ratio de total d'interaction par rapport à votre nombre de fans qui est bon, plus vous avez une page qui est qualitativement pertinente et qui donc forcément, par voie de conséquence, va générer du prospect, va générer du client. Si à l'inverse, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 10 000 fans et que par post, vous avez 2 likes, un partage, un commentaire, il y a un problème. Et vous ne transformerez jamais le temps, l'énergie, les investissements que vous faites en réseau social parce qu'il y a un problème au niveau de la cohérence entre les fans que vous avez et les interactions sur votre page. Et effectivement, ces interactions-là, pour finir, sur ce slide, c'est la base de ce qu'on appelle le tunnel de transformation marketing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc vous touchez des gens qui réagissent et qui réagissent positivement à ce que vous dites, à ce que vous faites, comme je vous disais, forcément, à un moment donné, il y a plus de gens qui vont aller sur votre site internet éventuellement, ou concrètement, plus de gens qui vont vous appeler, plus de gens qui vont venir visiter votre commerce ou votre lieu de vente. Voilà, j'espère que j'ai été clair, concis et que je vous ai apporté des éléments pertinents au titre du contexte global lié au Covid, des usages et je dirais des bonnes pratiques des réseaux sociaux. C'est avec plaisir qu'on peut récupérer les questions peut-être maintenant. Alors oui, effectivement, donc certains d'entre vous se sont interrogés sur la partie questions au démarrage de ce webinaire. Peut-être êtes-vous arrivé en retard. On l'avait précisé qu'on a privilégié un format plutôt exposé pour que le conducteur soit le plus simple et que vous puissiez vraiment comprendre les enjeux. Donc maintenant, on va passer à la partie questions. Alors, j'ai une première question qui est: quelles sont vos sources? Alors, est-ce que la personne peut nous préciser sur quel type de données est-ce que les sources manquaient? Parce qu'a priori, elles étaient sur les slides. D'une manière générale, ce sont les insights directement communiqués par Facebook en général, qu'on vous a partagé. Vas-y, Sébastien, je t'en prie. Oui, excuse-moi, ou les insights direct Facebook, ou alors des chiffres officiellement communiqués, on va dire, aux grands acteurs du web ou du social media, au sens journalistique, rédactionnel, qui sont bien sûr rediffusés après dans des articles web que nous avons synthétisés. Ok. Ensuite, les échos pour la slide précédente. Alors, j'avoue là ne pas avoir compris. Je m'excuse, je rebondis sur Monsieur Jeancourt qui dit qu'effectivement, il y a des chiffres qui datent. Effectivement, la remarque est pertinente, mais c'est une explication. C'est qu'on n'a jamais les chiffres, entre guillemets, temps réel en provenance de Facebook. Il y a toujours un décalage d'1 an, voire de 2 ans au titre 2. Et à part les chiffres qu'on a pu récupérer effectivement au titre de l'explosion des usages du fait du Covid, les chiffres sont les plus actualisés possibles considérant la communication officielle. Et c'est souvent le cas dans le digital. Hein. Les sources de Google, les sources de la FEVAD, donc l'association du e-commerce en France, c'est très souvent des études qui ont 1 an, voire 2 ans, malheureusement. Ouais. Ensuite, vous vous basez principalement sur Facebook. Avez-vous les mêmes, je pense, exemples sur Instagram? Est-ce que les conseils que tu donnes, Sébastien, s'appliquent en l'état sur Instagram ou quelles sont les particularités à en renforcer sur Instagram? Alors, de façon générale, les us et coutumes sont, on va dire, les bonnes pratiques, pardon, sont évidemment les mêmes. Instagram a la particularité, je dirais, de complexifier un petit peu l'approche pour 2 raisons. La première, c'est qu'on inverse la façon de travailler, c'est-à-dire sur Facebook, on a un texte et ensuite une photo, des photos ou une vidéo.
Sur Instagram, c'est l'inverse. On a une photo ou une vidéo et un petit texte en dessous avec des hashtags. Les hashtags étant, on va dire, une science en tant que telle. Rajouter à ça, de façon qui, même si c'est présent sur Facebook, c'est beaucoup plus utilisé sur Instagram. On a la notion de story, donc les fameuses histoires, qui nécessite aussi une approche en termes de contenu si on veut vraiment aller au bout du truc, de façon très spécifique. Il n'y a plus de texte, il n'y a plus de rédactionnel. On ne travaille que par des mots-clés, des animations, des photos et des vidéos très, je dirais, léchées. Et effectivement, si on veut vraiment aller au bout du bout sur Instagram, ça nécessite, on va dire, encore une conception et une approche, je dirais, contenu élargie. Merci Sébastien. Ensuite, alors bonjour, nous avons un compte pro et un compte perso, mais c'est uniquement le compte perso qui est actif, malgré que nous postons sur les deux. Comment pouvons-nous faire? Est-ce que c'est un problème? Alors, déjà, la première, par rapport on va dire à la vie en doublon d'un compte perso, d'un compte pro, première chose à faire, ne surtout jamais appeler les deux de la même manière. Souvent, on va avoir Christian Coiffure, compte perso, Christian Coiffure, page pro. Déjà, quand on vous cherche sur Facebook, on va trouver les deux. Donc, ça peut être perturbant pour le prospect ou le contact qui cherche à savoir ce que vous faites et qui vous êtes. Donc déjà, il faut, si c'est le cas, renommer le profil perso avec un pseudo, en tout cas quelque chose qui ne permet pas aux gens de vous retrouver. Bien évidemment, conservez-le parce qu'évidemment, souvent, ce profil personnel est aussi le profil qui vous permet d'être administrateur de votre page. Et aujourd'hui, c'est un petit peu paradoxal dans Facebook, mais on vous dit faites du pro, mais pas sur vos profils perso, mais en même temps, vos profils perso vous permettent d'être administrateur de votre page. Donc, c'est un petit peu alambiqué, mais c'est comme ça. Et donc, essayez de cacher, on va dire, votre compte personnel au maximum. Et effectivement, si vous avez eu l'habitude de beaucoup communiquer sur votre compte personnel, il faut habituer votre communauté à aller progressivement sur votre page pro. Donc, toute votre communication entreprise doit se faire maintenant sur votre page pro. Et sur votre compte perso, vous dites bon, bonjour, à partir de maintenant, toutes nos offres, notre communication, nos messages, etc., se feront officiellement sur le lien de la page. Et vous faites ça pendant 1 mois et demi. Et toutes les 2-3 jours, vous communiquez ce message-là sur votre compte perso pour que vos amis Facebook deviennent progressivement fans de votre page. Et tout petit à petit, couplé effectivement dans l'absolu avec de la régie, etc., vous allez voir une vraie évolution du nombre de personnes touchées et des interactions sur votre page professionnelle. On nous demande ensuite le taux de conversion des posts organiques sur Facebook, approximativement. Le taux de conversion, il est, on va dire, à la baisse, dans le sens où effectivement, déjà, une chose qui est très importante à savoir, je vais prendre une base de 1000 fans sur une page pro. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, quand vous publiez, d'ailleurs, si vous êtes administrateur de vos pages, pour ceux qui en ont déjà et qui regardent les chiffres, vous voyez que, hors exception, cas de contenu spécifique, statistiquement parlant, vous n'avez pas 1000 personnes ou plus qui sont touchées par vos posts. En général, des fois ça monte, des fois ça descend, mais statistiquement parlant, on est autour de 20 à 30%, et encore tout dépend du nombre de fans. Donc ça veut dire qu'effectivement, si vous avez 1000 fans, quand vous postez, vous allez toucher, en fonction encore une fois des contenus, de la qualité de ceux-ci et du sujet, vous allez toucher entre 150 à 500 personnes au maximum, avec des pics. On a vu dans le Covid, Facebook a laissé, dans certains cas, les portes ouvertes, où on a parfois dépassé le nombre de fans par l'effet viralité, mais encore une fois, statistiquement, ça baisse. Je vous donne une anecdote. En Europe de l'Est, le taux de diffusion organique des posts est nul. C'est-à-dire qu'en gros, sur une page Facebook en Europe de l'Est, si vous ne faites pas de publicité payante, c'est comme un site Internet. Si vous n'allez pas dessus, vous ne voyez rien. Et donc, ça a tendance à diminuer, Facebook voulant qu'on dépense de l'argent. Ensuite, pouvez-vous nous transmettre votre présentation par mail? Alors, effectivement, nous avons prévu de vous envoyer la présentation, enfin un lien de la présentation plutôt en replay, mais si vous êtes plusieurs à vouloir la presse par mail au format PDF, c'est bien entendu envisageable. Alors, pourquoi vous n'avez pas parlé de LinkedIn? Allez-vous faire une intervention spécifique sur cet outil? Alors là, je vais me permettre de répondre. Effectivement, Sébastien, avec Sébastien, on avait décidé d'être vraiment sur quelque chose de très opérationnel.
simple, pratique, ludique que vous pourriez mettre en place dès cet après-midi sur vos pages. LinkedIn étant un outil plus complexe, c'est vrai qu'on en a simplement présenté les usages, mais si vous en ressentez le besoin et l'envie, on peut en parallèle discuter spécifiquement de LinkedIn, voire organiser, si vous êtes plusieurs à solliciter ce sujet, un webinaire spécifique sur cette thématique. Sébastien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est ça, c'est effectivement ces deux approches qui peuvent se ressembler, mais qui, compte tenu de la cible et la technicité au sens des pages et des supports LinkedIn qui sont un peu différentes, il faudrait on peut répondre de façon spécifique. Et puis encore faut-il qu'il y ait je dirais des entreprises qui soient très clairement concernées par ça, mais si c'est le cas, bien sûr, on peut tout à fait organiser une présentation. Trouvez-vous judicieux de partager les mêmes infos sur Insta et sur Facebook? Publication Insta possible, mettre sur Facebook en une seule… Oui, d'accord, je comprends. Je lis en même temps les questions. Donc, en gros, aujourd'hui, quand vous postez sur Insta, automatiquement, vous pouvez partager cette publication sur Facebook. Est-ce pertinent? Alors, moi, je vous répondrai non. Je vous répondrai non pour deux raisons. La première, c'est que, OK, ça fait gagner du temps. Ça, c'est sûr, parce qu'on automatise le process. Maintenant, la façon d'écrire, première raison, la façon d'écrire sur Insta n'est pas du tout la même que sur Facebook et vice-versa. Sur Facebook, vous pouvez vous épancher, entre guillemets, sur 3-4 lignes de façon beaucoup plus, verticale, beaucoup plus intense, et donc passer un message beaucoup plus clair. Premièrement. Deuxièmement, sur Insta, on va avoir une vraie utilisation au sens pertinence et efficacité des hashtags. On va d'ailleurs faire passer des messages quasiment parfois qu'avec des hashtags. Il ne faut pas en mettre trop. Ne dépassez jamais 5 à 6 hashtags par publication Instagram, sous peine de vous faire un petit peu flaguer par Insta qui disent en gros, c'est je dirais pas le mot, mais en gros, c'est des posts qui sont faits là que pour cliquer sur des hashtags et ils vous mettent un petit peu en sous-diffusion. Et alors que sur Facebook, les hashtags ne sont pas du tout utilisés. Ça fonctionne, ça fait des références croisées, mais en tout cas, d'un point de vue algorithmique, on n'a pas du tout la même mise en avant de tel ou tel post à travers les hashtags sur Facebook. Donc, vous allez vous retrouver en fait avec une page Facebook qui va être alimentée à la sauce Instagram, qui va tout de suite se voir parce que effectivement, les rédactionnels sont faits d'une façon différente et qui, d'un point de vue, encore une fois, perception générale et qualitative, ne sera pas au rendez-vous. Alors justement, ça nous fait une transition parce que j'ai une personne qui nous dit juste en dessous, les hashtags n'ont plus de sens sur Facebook car les gens ne cliquent pas dessus pour regarder les autres informations. Donc effectivement, c'est bien sûr. Alors, juste une petite astuce, sachez que, bon, nous, on va dire forcément, quand on est c'est notre métier, on a des astuces, mais comme vous le savez, quand vous faites un post sur une page Facebook, on n'a pas, comme sous Word par exemple, vous n'avez pas d'outil de mise en forme. On ne peut pas faire de gras, d'italique, changer de police, etc. Pour autant, il y a des petites astuces. L'astuce que nous, on utilise parfois pour des mots extrêmement stratégiques dans un post, c'est utiliser un hashtag, non pas pour avoir l'efficacité, comme on disait, d'Instagram, mais pour simplement mettre en lumière, on va dire, en mettre en avant, parce qu'il devient bleu, le mot-clé. Sachez aussi qu'il existe des solutions, on va dire, un peu plus techniques, qui nécessitent un peu de code et des choses comme ça, qui permettent, dans certains cas, de changer carrément la typo d'un post Facebook et de lui donner une autre dimension. Est-ce qu'on peut revenir sur la partie 80-20% des postes? Si j'ai bien compris, il faudrait 80% d'offres commerciales, 20% de vie d'entreprise, vie de l'équipe. Est-ce bien cela? Non, c'est plus, on va dire, c'était là, c'est schématique au sens de la présentation. Globalement, en community management, c'est plus fin que ça, c'est plus vertical que ça. On va dire qu'il y a trois grands, on va dire, rayons d'action au sens des sujets. Le premier, évidemment, c'est l'offre de l'entreprise, donc ses produits, ses services, ses offres, etc. Deuxièmement, quasiment aujourd'hui à égalité, la vie de l'entreprise à travers ses hommes et ses femmes. Que ça soit, quel que soit votre segment, mettre en avant les équipes individuelles comme collectives, sur les actions, sur le travail quotidien. Je vais prendre l'exemple d'une grande surface. Vous allez avoir les différents pôles, le boucher, le poissonnier, les hôtesses de caisse, les mises en rayon, etc. C'est des moments de vie qui, en fait, créent du lien localement. Si vous travaillez, vous êtes un charcutier, vous travaillez avec des producteurs locaux,
N'hésitez pas à vous prendre en photo quand vous êtes en train de discuter avec votre fournisseur pour montrer la qualité de la viande, etc. Toutes ces façons de faire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'avec les médias, je dirais, traditionnels, ce n'est pas comme ça qu'on communique, ou rarement. Pour autant, sur les réseaux sociaux, il faut passer le pas. N'hésitez pas à vous mettre en avant au niveau humain. Quand je dis vous, c'est l'ensemble de vos équipes pour passer le cap. Et enfin, dernier rayon, évidemment, tout ce qui est lié aussi à l'événementiel, entre guillemets, d'entreprise, l'événement au sens large, hein, vous déménagez, vous agrandissez, vous rentrez une nouvelle ligne de produits, etc. Et enfin, aussi conseiller votre communauté, ça c'est le dernier rayon, on appelle ça le Connex chez nous, au titre de votre vocation de métier. Vous êtes une agence immobilière, donnez des conseils. Comment bien acheter, qu'est-ce qu'il en est au niveau, vous êtes un promoteur immobilier, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la RT 2012 par rapport à la future RT 2020, etc. Donc, toutes des informations qui montrent aux gens déjà que vous êtes là pour les accompagner, que vous êtes là pour montrer que vous maîtrisez votre sujet et que vous êtes des passionnés de votre métier. Ensuite, on nous demande combien de postes sont préconisés par semaine. Alors, tu l'as déjà un peu expliqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire rapidement? Pas de souci. Alors, après, ça dépend des supports. Je dirais qu'à minima du minima, si je prends Facebook, c'est 1 par semaine. Comme je dis tout à l'heure, il vaut mieux en faire 1 par semaine qui soit extrêmement qualitatif, régulier et qui, effectivement, habitue à ce que ça soit quelque chose de propre, plutôt d'en faire 4 par jour et que ça soit fait à la va-vite. Sur Instagram, vous pouvez avoir la même base. C'est vrai que si, de façon générale, si vous pouvez avoir 2 posts par semaine à minima, c'est l'idéal. Après, ça ne sert à rien, au-delà de la qualité, ça ne sert à rien de saturer. Moi, je vois des fois des gens sur Facebook, même si c'est quali, ils postent 4 fois par jour. Aucun sens. Parce que déjà, vous allez avoir un processus de diffusion progressive, c'est-à-dire que Facebook ne diffuse pas comme ça tout d'un coup votre post à l'ensemble de vos fans ou à une partie de vos fans, premièrement. Donc, ça veut dire qu'il y a une inertie à la diffusion, premièrement. Et en plus de ça, Facebook, si vous atomisez votre page au niveau du contenu, il va finalement restreindre la portée de chacun des posts parce qu'il y aura trop peu d'écart temporel entre chacun. Donc, il faut s'adapter à ça. Après, si je vous prends des extrêmes comme Twitter, dans l'absolu, là, on n'en pas sur Twitter parce que ce n'est pas pertinent, on va dire, sur le marché français d'un point de vue purement investissement, marketing et commercial. Mais c'est un exemple intéressant. Si vous voulez être efficace sur Twitter, c'est minimum 1 tweet par jour, voire plus. Donc, la dynamique n'est pas la même, c'est matriciel, c'est d'autres diffusions. Et ça dépend vraiment du réseau social. Est-ce que les règles des hashtags que tu expliquais tout à l'heure sur Instagram et sur Facebook sont différentes sur LinkedIn? Est-ce qu'elles se rapprochent plus d'Insta ou plus de Facebook? Elles se rapprochent sur LinkedIn, elles se rapprochent plus d'Instagram. Aujourd'hui, effectivement, il fait sens, pareil, de façon très pertinente, de façon très chirurgicale, d'utiliser des hashtags qui sont bien sûr en relation avec ton secteur d'activité ou à des thématiques précises. C'est recommandé. Est-ce qu'il est possible d'inviter des amis de la page perso à aimer la page pro? Oui, donc l'idée, c'est effectivement sur le compte personnel, opposé à la page pro. L'idée, c'est faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas inviter comme à l'inverse sur une page pro, on peut inviter ses amis. Il n'y a pas de fonction dans l'autre sens. Mais la seule manière de faire, c'est de régulièrement pendant 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, en fonction de la réactivité de vos réseaux, de mettre un message sur votre profil personnel et de le publier toutes les semaines ou tous les 3-4 jours en disant attention, on a une page pro, rejoignez-nous, venez, ça sera sympa, la faire à la friendly, entre guillemets, comme on dit en anglais, et effectivement, de toute façon, ce que les gens progressivement vous rejoignent sur votre page pro. Alors là, on a une personne qui, quand elle poste sur Instagram, la publication se fait aussi sur Facebook, mais sur le compte perso. Y a-t-il un moyen de basculer sur le compte pro? Alors, effectivement, il faut que votre compte Instagram soit passé en mode professionnel, premièrement. Et ensuite, une fois que ce passage est fait, que vous fassiez l'association dans les paramètres de votre page Facebook entre votre page Facebook pro et votre compte Instagram qui sera devenu pro aussi. Et dans ce cas-là, le partage se fera sur votre page pro. Alors là, on a une question, mais finalement, on y a un peu répondu tout à l'heure. Existe-t-il un système de mots-clés sur Facebook via les hashtags qui puisse nous rendre davantage visibles sur Facebook? La réponse est oui.
Euh, En fait, via les hashtags, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur Facebook, ça ne marche pas. non, mais Euh, disons que graphiquement, le fait de paraître en bleu rend ah oui, pardon, peu je croyais lisible. que c'était… Enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. non, ouais. Euh, Au sens rédactionnel, effectivement, l'utilisation pareil de façon pointue, parce que si vous en mettez partout, ça fait guirlande de Noël et c'est abusé, comme on dit. Mais sur des mots-clés, par exemple, offre sur de nouveaux produits de l'été. Bon, bah, l'été, vous pouvez mettre été en hashtag, voilà, pour montrer notre nouvelle collection printemps-été je sais pas, en pantalon. Bon, vous avez uniquement un focus sur les pantalons. Là, vous pouvez utiliser un hashtag sur les pantalons. Mais effectivement, ça sera sur Facebook. Ça sera vraiment une question de mise en forme. On nous demande s'il faut financer des posts sponsorisés pour toucher davantage de personnes. Eh bien, malheureusement, oui, c'est le modèle économique de Facebook. De plus en plus, si vous voulez augmenter la portée de vos posts, de vos publications, la portée organique de vos posts non sponsorisés, elles font un peu comme neige au soleil. Donc, effectivement, c'est la solution. C'est la solution avec évidemment une complexité de plus en plus forte. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui une quinzaine d'objectifs différents qui sont donc des façons, des particularités qui ne sont pas toujours très claires en toute honnêteté dans la régie Facebook à comprendre. Et au-delà de ces différents objectifs, vous avez aussi je dirais, une maîtrise à avoir pour augmenter la pertinence de votre investissement au-delà du temps que vous y passez vous-même, évidemment, d'utiliser à bon escient les ciblages et en particulier les centres d'intérêt qui, on le sait, nous, statistiquement parlant, en fonction des choix qu'on peut faire sur un même ciblage géographique, etc., n'auront pas les mêmes rendus. Conseillez-vous d'être plus actif sur un seul réseau ou d'utiliser plusieurs réseaux? Et du coup, faut-il mettre les mêmes informations sur tous les réseaux? Donc ça, sur cette deuxième partie de la question, on vous l'a déjà expliqué. Il vaut mieux effectivement prendre le parti d'aller dans chaque spécificité des 3 réseaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Mais par contre, Sébastien, est-ce que tu recommandes de multiplier les réseaux ou bien de se concentrer sur un seul? Alors, deux paramètres pour prendre cette décision. Le premier, qui est stratégique, c'est évidemment à qui vous vous adressez, au sens de votre cible commerciale à terme. Si vous visez au jour d'aujourd'hui les 35 et plus, et que vous n'avez, et ça c'est le deuxième paramètre, pas beaucoup de temps, vous n'êtes pas forcément organisé en termes de disponibilité, soit par vous-même, soit par quelqu'un de votre équipe qui va peut-être prendre la charge, mais qui aura autre chose à faire, je vous conseille de qualifier la formation sur un support, donc dans ce cas-là Facebook. Si par contre vous avez un peu plus de temps, plus de moyens humains en interne et que vous avez une cible qui est plus large en termes de tranche d'âge, bon, bah, dans ce cas-là, vous pouvez envisager d'avoir du Facebook et de l'Instagram, par exemple. Nous avons 7500 abonnés, mais nous ne touchons que 1500 personnes. Comment faire pour toucher l'ensemble de nos abonnés? Alors, ça, c'est exactement ce que vous êtes un très bon exemple. Donc, merci de poser la question parce que ça ne fait que corroborer pour l'ensemble des gens qui nous écoutent la situation. Vous avez 7500 fans sur votre page et vous ne touchez en moyenne que 1500 personnes. Vous voyez les ratios, c'est à peu près ce que je vous disais tout à l'heure. Et encore, c'est pas si pire. Mais effectivement, pour toucher, l'ensemble de vos fans, le seul moyen, c'est au-delà, bien sûr, de faire du contenu qualitatif, mais même si vous avez le meilleur contenu du monde, vous ne toucherez jamais 100% de vos fans. Le seul moyen d'augmenter drastiquement et de s'approcher de ces 100%, c'est faire des campagnes de régie publicitaire où vous allez choisir de fait de toucher uniquement les fans de votre page. Donc, des Après, posts vous pouvez sponsorisés. choisir de toucher aussi d'autres gens en incluant aussi les fans de votre page. Ce que je précisais, parce que c'est vrai qu'on est dans le métier, donc on connaît le jargon, quand on parle de régie Facebook, on parle de posts sponsorisés, donc d'injecter du budget dans vos publications. On parle oui, effectivement de régie publicitaire, évidemment, avec un budget à injecter en fonction d'un objectif donné et d'un ciblage publicitaire précis. Est-ce que les posts sponsorisés sur LinkedIn sont efficaces? Car les non-abonnés peuvent voir le post. Alors, je vais déjà vous répondre, entre guillemets, à côté, mais de façon volontaire. Déjà, les posts sponsorisés sur LinkedIn sont très chers. Ça, c'est la première chose à dire. Pour vous donner un exemple, pour toucher le même nombre de personnes sur LinkedIn versus l'équivalent en nombre de personnes touchées ou d'impressions sur Facebook, c'est de 1 à 10. C'est-à-dire si vous mettez 1 000 € ou même 500 € dans Facebook,
vous allez devoir payer 5 000 € sur LinkedIn pour la même chose, au sens des volumes d'impressions et de personnes touchées. Donc, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Pourquoi c'est ce prix-là? En tout cas, c'est ce qui s'explique. C'est que LinkedIn, dans une orientation B2B, met à la disposition, dans les critères de ciblage, la possibilité de toucher les gens de façon sur l'aspect professionnel. C'est-à-dire, en particulier, sur ce qu'on appelle la job description, vous voulez toucher des dirigeants, vous voulez toucher des responsables de communication, marketing, des responsables d'achat, etc. C'est des informations qu'on n'a pas de façon pertinente dans Facebook. Ce qui est le cas dans LinkedIn. Et ça, LinkedIn nous le fait payer très, très cher. Donc ça, c'est pour l'aspect prix. Après, considérant en termes de performance sur les campagnes, moi, je vous dirais que le recul qu'on peut avoir, nous, c'est on va dire, à modérer. Parce que les emplacements, au-delà du fil d'actualité que vous avez sur votre compte personnel LinkedIn, qui est similaire à Facebook, on dirait que notre analyse fait que c'est à modérer dans le sens où les emplacements qui sont utilisés sont sur des côtés ou des autres niveaux, ce qui est, à mon sens, moins pertinent que même le côté droit de Facebook ou les inserts dans les vidéos qui sont plus longues. Et donc, effectivement, il faut vraiment, gérer d'un point de vue stratégie, il faut vraiment que ça fasse sens pour vous, que ça rentre dans une dimension cross-canal de stratégie B2B. Il ne faut pas le faire tout seul. Parce que franchement, je considère à date que l'investissement publicitaire au ratio du prix versus le rendu et la visibilité que ça donne, est quand même très, 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 très cher. Comment traiter les droits à l'image? Alors, j'imagine sur les visuels que vous postez ou les vidéos que vous partagez. Ouais. Donc nous, c'est une bonne question, dans le sens où ça, c'est quelque chose qu'on gère avec les clients de façon quotidienne, dans le sens où à partir du moment où on rentre dans par exemple, un abonnement de community management à l'année et qu'on fournit à nos clients le fait d'avoir un photographe professionnel ou un vidéaste professionnel qui vient sur place pour créer les contenus qui vont être utilisés tout au long de l'année, la problématique se pose systématiquement. Et elle se pose au premier appel téléphonique qu'on a donc avec le professionnel pour se dire combien vous êtes dans votre équipe, hommes, femmes, etc. Parce que ça fait partie des éléments, on va dire, comme je vous l'ai expliqué, de mise en avant de l'entreprise et de personnalisation. Mais bien évidemment, c'est conditionné au fait que le droit à l'image est accepté par ou tout ou partie par les collaborateurs et les collaboratrices. Et évidemment, pour gérer ce droit à l'image, si vous avez un département RH ou si vous êtes RH de vous-même de votre société parce que vous êtes petit, il faut impérativement que les gens remplissent une déclaration de cession de droit à l'image, que vous trouvez ça assez facilement sur Internet, avec comme précision le fait que vous demandez le droit à l'image à titre professionnel sur tous les supports digitaux, comme ça vous êtes tranquille, au sens que c'est Facebook aujourd'hui, mais ça peut être Instagram demain. Sur une durée, on va dire minimum de 5 ans, comme ça, pareil, vous avez le temps de faire un certain nombre de photos, de vidéos, etc. Et puis plus tard, si besoin, on pourra les enlever. Et surtout, je vais vous raconter, si je prends juste 30 secondes pour raconter une anecdote, quand vous faites signer un formulaire de droit à l'image à vos collaborateurs et collaboratrices, ne leur donnez pas le jour où ils démissionnent. On a eu le cas d'un professionnel qui a donné le papier en même temps que le solde du tout compte. La personne est partie avec son papier. 2 jours après, et c'était l'original en plus, en photocopie, et 2 jours après, elle appelait son ancien employeur pour lui demander d'enlever toutes les photos de la page Facebook. Donc évidemment, ça ne doit pas être lié au contrat de travail. C'est une durée dans le temps, quel que soit le statut du collaborateur maintenant ou demain. Comment conseillez-vous d'utiliser les événements? Alors, les événements, 2 choses. Les événements, il ne faut pas hésiter à les utiliser, évidemment, dans le cadre de l'animation de la page Facebook. D'accord ? Donc, vous créez vos événements au sens autant, c'est des événements qui peuvent être autant physiques, le salon ou porte ouverte, ce que vous voulez, que digitaux, au sens offre commerciale, période de braderie ou livraison à domicile, ou ce que vous voulez. Ça fait partie de l'animation de la page Facebook. Alors attends, il y avait, cette question a été enrichie, je crois, par un autre élément. Ah non, c'est une autre personne. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Okay, pas de souci. Donc c'est tout à fait pertinent. Maintenant, pour faire une petite anecdote, enfin, une information supplémentaire là-dessus, si vous vous posez la question de choisir en termes d'objectifs de publicité entre les événements et un post sponsorisé standard, parce que vous pouvez faire la promotion payante de vos événements. Nous, pareil, avec le recul qu'on a,
on vous conseille la méthode suivante. Non pas de mettre de l'argent dans la mise en avant d'un événement Facebook directement en pub. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, vous garderez vos fils d'actualité personnels. C'est assez rare de voir des publicités sur un événement Facebook en tant que tel. Par contre, l'astuce, c'est faire une publication avec un texte résumant l'orientation et l'objectif de votre événement, le flyer qui va bien, et dans votre post, le lien URL qui renvoie sur le détail de votre événement. Bien évidemment, l'événement Facebook lui-même doit avoir un sens au sens du détail qu'il donne. C'est-à-dire que vous faites un petit résumé, il ne faut pas qu'on ait le même texte qu'on retrouve dans l'événement sans plus d'informations, sinon ça n'a pas de sens. En tout cas, vous obtiendrez de meilleurs résultats à faire un post sponsorisé avec le lien de l'événement plutôt que de mettre en avant l'événement lui-même. Alors, ensuite, donc il nous reste quelques questions. Tac, tac, tac. Donc, on a beaucoup de remerciements. On vous remercie également. Comment avoir plus d'abonnés? Donc, ça, c'est la question, ça, c'est le Graal. Donc là, je pense qu'il faut mettre en application tout ce qu'on a raconté, Sébastien. Ce serait une bonne chose. Mais rapidement, je ne vais pas vous faire raconter d'histoire, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Et ça veut dire quoi, dire très compliqué? C'est que c'est comme un petit peu les vues sur YouTube. C'est comme aujourd'hui les visites sur un site internet, etc. Tout passe avant tout, quand je dis visite, c'est le référencement sur Google, tout passe avant tout par la qualité des contenus. Quand je dis qualité, c'est très large. Ça veut dire rédactionnel, sens, visuel, vidéo, mais aussi une capacité à avoir une approche qui soit originale, soit par quelque chose de décalé, soit par quelque chose de très vertical, de très expert, ou soit quelque chose de tourné sur l'humour ou sur l'humain à 100%. Voilà, c'est une question de stratégie, de choix, de positionnement. Et c'est vrai que, et après, il faut combiner, comme disait Salima à l'instant, l'ensemble, je dirais, des solutions, régies, etc., qui fait que petit à petit, ça prend du temps, mais ça peut marcher, qui augmente progressivement le nombre de fans, le nombre de followers, etc. Mais il faut avoir, il n'y a rien qui se fait en 2 semaines, ça c'est clair. Alors là, on a une question qui est double. Donc, pour placer un peu le contexte, c'est une association non lucrative qui s'adresse à des porteurs de projets, TPE, PME, pour les accompagner et les financer avec des prêts. Donc, Oui. leur question, c'est quelle est la tranche d'âge sur Twitter? Et est-ce intéressant d'avoir Facebook et Twitter pour cette entreprise? Alors, comment? Je dirais que pour parler 30 secondes de Twitter, Twitter, de façon générale, est, on va dire, un réseau social dit communautaire. C'est-à-dire qu'il fonctionne par bulle d'intérêt, beaucoup plus que Facebook, qui est beaucoup plus généraliste. Et vous allez avoir donc sur Twitter le business, l'art, le sport, la politique, etc. Donc oui, il fait sens que vous soyez présent sur Twitter avec les contraintes dont je parlais tout à l'heure en termes de fréquence de poste, de style de poste et de sens de poste, c'est important. Pareil, utilisation des hashtags extrêmement poussés et de façon stratégique sur Twitter aussi. N'hésitez pas sur Twitter aussi à suivre d'autres comptes et d'interagir avec d'autres comptes. Pour résumer, Twitter, pour être efficace, c'est extrêmement chronophage, mais effectivement, ça peut fonctionner. Pour Facebook, il fait sens aussi d'être sur Facebook parce que comme on le voit aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois, on a des offres typiquement par rapport à ça. On a une capacité, et de façon pertinente, de faire des campagnes B2B à des tarifs qui ne sont pas ceux de LinkedIn sur Facebook. Facebook, avec ses algorithmes, ne va pas avoir la même précision que LinkedIn, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les job descriptions des gens qu'on veut toucher. Mais pour autant, on voit de plus en plus de publicités orientées B2B. Et vous, au sens de la largesse, je dirais, des secteurs d'activité que vous touchez et je dirais de la typologie des entreprises que vous voulez toucher, c'est tout à fait pertinent. Vous m'auriez dit on s'adresse aux grands groupes, j'aurais dit bon, Facebook, non. Mais TPE, PME jusqu'à ETI, c'est parfait. Alors, nous en avons fini pour les questions. Merci à tous pour votre attention. On espère avoir répondu à vos attentes. Donc, vous allez recevoir un sondage par mail dont le but est de nous permettre de collecter vos impressions, de connaître les prochains sujets que vous souhaiteriez aborder lors d'un prochain webinaire. Et pour aller plus loin, sachez que tous les collaborateurs d'Ener Communication, Sébastien, moi-même et vos conseillers en communication habituels avec qui vous êtes en contact, restent mobilisés donc, en télétravail, pour organiser des visios,
même des rendez-vous physiques dans le respect des conditions sanitaires, bien évidemment, pour déployer une stratégie digitale et reparler de tout ce qu'on vient de vous présenter. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci à tous et bonne journée, à bientôt.